C'est drôle, hein, ces petites variations. À chacun son tabou, sa petite crispation éthique. Chez nous en Suisse, par exemple, on n'a pas de problème avec la mort. L'aide à mourir, ça c'est totalement admis et légal. Combien de nos amis européens viennent d'ailleurs en finir chez nous? Bon business. Hein. Mais avec la naissance, ça c'est une autre paire de manches. Presque autant que le mariage, le bébé en Suisse, c'est sacré. Et remettre en question ce dogme, un enfant, ça naît d'une union légale, eh bien ça crispe. Hein, même si on tente petit à petit de s'adapter à l'évolution de notre société. Ainsi, aujourd'hui, on n'enferme plus les mères célibataires et les couples mariés peuvent jouir d'une aide à la procréation assistée. Mais doit-on pour autant aller plus loin, comme le réclame une initiative parlementaire qui veut ouvrir le don de sperme à toutes les femmes, y compris les femmes célibataires, comme le pratiquent d'ailleurs depuis longtemps l'Espagne et le Danemark notamment. Est-ce une nécessité même pour répondre aux besoins pressants de renatalité dans notre société mourante? Au contraire, doit-on freiner parce que tout progrès n'est pas bon à prendre? Jusqu'où aller d'ailleurs sans léser les droits des mères et des pères, mais surtout de l'enfant? Eh bien, on en parle aujourd'hui dans Le Point. Bienvenue à toutes et tous sur Les Monts Bleus. Et bienvenue à tous nos invités pour parler aujourd'hui de ce don de sperme et d'ovocytes aussi, et peut-être aussi un peu de ventre. Autour de cette table et en Zoom, Brigitte Crottard, merci infiniment de nous avoir rejoints. Bonjour. Vous êtes conseillère nationale socialiste pour le canton de Vaud. Vous siégez d'ailleurs dans la commission idoine pour s'occuper de ces questions-là, la commission de la sécurité sociale et de la santé. Et vous défendez cette initiative pour élargir la PMA aux femmes célibataires. Vous êtes l'une des 80 signataires de cette initiative transpartisane, il faut le souligner. Des représentants de tous les partis, de l'UDC au Vert, ont signé, de tous les partis, même du centre, mais pas vous. Benjamin Reduit, bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup à vous aussi de nous avoir rejoints du Valais. Vous êtes conseiller national du Centre, comme je viens de le dire, et vous siégez comme Brigitte Crottard à la commission de la sécurité sociale et de la santé publique du National. Mais vous ne pensez pas, vous, que c'est bon pour la santé sociale, notamment cette initiative dont vous êtes à l'origine. Quelle transition. Tasha Rumley, bienvenue. Bonjour. Alors aujourd'hui, on vous connaît bien, vous êtes une star. Depuis quelques semaines, vous faites la une de tous les médias avec votre petite fille Joy. On voit d'ailleurs passer à l'écran le reportage que vous avez notamment consacré, l'illustré, réalisé par Antoine Hurlimann, qu'on embrasse bien fort. Votre petite Joy, la joie, comme Laetitia d'ailleurs, née grâce à la procréation assistée, interdite chez nous mais autorisée en Espagne. Vous êtes alors d'ailleurs à l'origine de cette initiative parlementaire et dans la vie, vous êtes travailleuse humanitaire et écrivaine. Le grand plaisir de recevoir également Marie-Estelle Dupont pour la première fois sur ce plateau du Point. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes, psychologue clinicienne et psychothérapeute, spécialiste notamment des enfants. Vous êtes aussi essayiste, directrice de collection chez Albin Michel et prudente sur les questions de nouvelle parentalité. Et enfin, notre éditorialiste Philippe Val, ancien directeur de Charlie Hebdo et de France Inter. Alors vous, grand libéral, Philippe, jusqu'à la GPA d'ailleurs, vous êtes pour, tant qu'il y a du bonheur et un peu de contrôle. D'ailleurs, la PMA pour les célibataires n'est pas autorisée, mais n'est pas poursuivie depuis longtemps. Des tas de femmes y ont recours en Suisse. Ça, c'est la réalité des faits. Dans les statistiques, on ne connaît pas les chiffres, puisqu'en Suisse, on fait peu de statistiques. Mais c'est un fait. On connaît tous, d'ailleurs, autour de nous, des femmes qui ont eu recours. Alors, pourquoi vouloir absolument changer les choses aujourd'hui, Tasha Rumley? Pourquoi avoir voulu faire de votre grossesse, finalement, un combat? Parce que je pense qu'on est dans un régime hypocrite. On sait très bien que les femmes célibataires qui ont envie d'un enfant peuvent aller le faire à l'étranger. Je trouve que c'est un signal extrêmement violent pour un enfant de grandir dans un pays qui, en fait, interdisait sa naissance. Moi, c'est ça qui me préoccupe pour ma fille. J'espère que mon combat, en fait, va contrebalancer cette violence-là. Et puis, je crois que la loi doit refléter et encadrer la société, y compris dans ses évolutions. Et l'État interdit la PMA pour les célibataires, alors qu'en fait, il n'y a aucune donnée qui atteste que ce serait un problème pour un enfant de naître une femme célibataire, de grandir avec elle. Quand on compare les cohortes d'enfants, il n'y a pas le bien-être des enfants n'est pas menacé par cela. Donc si la loi ne protège personne, cet interdit doit être levé. Oui. Mais surtout, justement, Benjamin Reduit, aujourd'hui, on ne poursuit pas les femmes. On sait qu'il y en a beaucoup, on ne sait pas combien, encore une fois. On ne poursuit pas les femmes, donc c'est qu'on tolère. Alors pourquoi vouloir l'empêcher à tout prix? Est-ce que ce n'est pas un peu hypocrite? Écoutez, je suis un politique et quel est le rôle d'un politique? C'est de veiller à ce qu'il y ait une législation qui soit la plus juste possible, celle qui va le plus dans le sens
le bien commun de la société et pas de s'appuyer sur des exceptions ou alors des situations illégales. Jamais on ne s'appuie sur des situations illégales pour régulariser des situations. Et là, vous citez des exemples illégaux. Hein. Ce n'est pas la société qui est hypocrite, c'est que ces personnes qui choisissent l'illégalité, elles assument ensuite leur situation. De là, aller jusqu'à les sanctionner ou prévoir des mesures à l'encontre de ces personnes, ce n'est pas dans les gènes de notre démocratie en Suisse de stigmatiser les gens. Par contre, de renoncer, voire de condamner même certaines pratiques, alors là, oui. C'est tout à fait cohérent de le faire. Oui, mais vous dites, elles assument, mais en réalité, voilà, un enfant qui est né par PMA, aujourd'hui en Suisse, il a exactement les mêmes droits qu'un enfant qui est né, entre guillemets, naturellement. Donc, voilà, la société fait avec, les intègre, etc. Donc, il n'y a pas de récrimination. C'est là que, franchement, il y a une espèce d'hypocrisie quand même non, à maintenir l'interdit, alors qu'encore une fois, les enfants sont tout à fait Je trouve intégrés. heureux qu'on intègre ces enfants et ces personnes aussi, hein, donc les mères qui ont fait ce choix, comme dans la politique migratoire, par exemple, on accueille des gens qui sont peut-être arrivés en Suisse de manière illégale, clandestine, qui vivent encore de manière illégale, mais on s'en occupe. Par contre, rien ne m'empêche, en tant que législateur, de dire non, ces pratiques ne sont pas admissibles. Et puis on viendra sur le fond pourquoi. À mon sens, elles ne sont pas admissibles. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on veut protéger à travers cette loi, Brigitte Crotta? Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, actuellement, il n'y a pas que les mères célibataires qui n'ont pas le droit à la PMA, les couples non mariés aussi n'ont pas le droit à la PMA. Donc, est-ce qu'on protège réellement le droit de l'enfant ou on protège l'institution du mariage en Suisse actuellement? Alors, clairement, on protège l'institution du mariage. C'est un problème parce que la loi sur la procréation médicalement assistée a été réalisée en 2001 et n'a pas été révisée depuis 2017. Il est prévu de faire une révision et dans cette révision, on s'adapte quand même aux changements sociétaux, en particulier le fait que des gens non mariés vont avoir accès à la procréation médicalement assistée. C'est bien une prise de conscience que dans notre société, le mariage n'est plus sacro-saint et qu'on peut vivre en couple sans se marier et avoir des enfants. Et la révision de la loi va dans ce sens, ce qui est tout à fait favorable. Par contre, on se rend compte qu'il a été oublié de mentionner les femmes célibataires dans ce débat, alors que si on veut bien un couple de femmes non mariées, puisque maintenant les gens non mariés auront aussi le droit d'avoir accès à la PMA, deux femmes non mariées, quelle est la différence avec une femme non mariée qui souhaite avoir une grossesse tout en restant célibataire? Et c'est vrai qu'il y a une réelle hypocrisie de notre société à dire que ça ne doit pas se faire dans notre pays, alors que ça se fait finalement ailleurs et que ces femmes ont malheureusement la charge de devoir assumer en plus toute la complication d'aller bénéficier d'un don de sperme au Danemark ou en Espagne ou ailleurs. Je pense que c'est totalement hypocrite de dire que c'est un problème qui n'existe pas. Et je suis aussi assez choquée d'entendre parler d'illégalité de ces enfants. Je crois qu'il n'y a rien d'illégal. Ils sont nés dans d'autres circonstances. Les enfants qui sont des fois nés non souhaités ne sont pas illégaux. Alors, je veux juste faire réagir le législateur. Justement, c'est vrai que ce n'est pas un peu bizarre aujourd'hui que, comme hétérosexuel non marié, on n'ait pas le droit à la procréation médicalement assistée, ou comme femme hétérosexuelle célibataire, mais qu'on a le droit, et vous le cautionnez tout à fait, en tant que lesbienne mariée, d'avoir recours à la PMA. Ce n'est pas un peu une contradiction morale, éthique ? Tout d'abord, une précision, je n'ai pas dit que c'était des enfants illégaux. Je parle de pratiques illégales. Jamais je ne parlerai de personnes... jamais je ne porterai des jugements sur des personnes. D'ailleurs, ce débat est un petit peu déséquilibré puisqu'on a des personnes qui sont concernées par une expérience individuelle, puis vous avez des politiques qui essayent d'avoir une vision... Qui ont le rôle des méchants, qui ont le rôle, disons... Et que, bien sûr, aujourd'hui, c'est le rôle du méchant. Par rapport à votre question, bien justement, ça touche du doigt l'une des principales craintes. C'est-à-dire, on voit très bien qu'au nom de l'égalité, eh bien, il y a une marche en avant, une marche forcée allons jusqu'à la GPA. Je ne vois pas, une fois la légalisation pour les mères célibataires d'avoir un enfant, pourquoi est-ce qu'on empêcherait des hommes de le faire? Jusqu'à maintenant, je crois qu'on s'est toujours battu pour qu'il y ait une
l'égalité des genres. Et cette marche vers la GPA, elle est démontrée par les exemples qui viennent d'être cités. Hein. Pourquoi dans cette situation? Pourquoi pas dans cette autre situation? On parle des célibataires. Oui, mais quels célibataires? À quel âge? C'est une question qui est en débat dans d'autres pays. Quelle situation sociale? Si la personne n'est pas apte en fait à subir ce qui est un véritable parcours du combattant, même en Suisse, et ensuite de pouvoir assumer financièrement, économiquement, l'éducation d'un enfant, est-ce qu'on va commencer à mettre des garde-fous? Vous voyez qu'on n'en finit plus. Et quand je parle de la boîte de Pandore, je crois que tout le monde comprend qu'on est en train de viser une sorte de changement anthropologique, heureux ou pas heureux, mais qui se fonde sur une perception d'une société qui change. Oui, mais quelle est cette société qui change? À quel pourcentage? Est-ce que, tout à l'heure je l'ai dit, un politique doit viser des lois pour l'ensemble de la société et non pas s'appuyer sur des exceptions. Et actuellement, ce sont encore des exceptions. Alors Marie-Astelle Dupont, justement, peut-être, qu'est-ce qui fait un bon parent ou des bons parents aujourd'hui, si on pouvait établir une norme ou des quotas entre ce qu'il faut, ce vers quoi il faut tendre et puis ce qu'on ne peut pas accepter, justement? Alors, si un psychologue pouvait vous dire ça, ce serait extrêmement grave. Ce serait une usurpation de ma fonction et je n'ai pas la vérité révélée. Je n'ai pas cette prétention. Je pense qu'il y a une butée juridique, anthropologique, morale sur la question de la GPA. Et moi, je milite et je l'assume complètement. Et ce n'est pas représentatif de tous les psychologues, mais moi, j'assume ma position. Les GPA, juste pour préciser, c'est la gestation pour autrui, donc c'est les mères porteuses. Je fais le lien avec votre intervention. Je pense que c'est la butée absolue. Et à titre personnel, je milite pour l'abolition universelle de la GPA, qui n'est rien moins qu'une confusion juridique entre le bien et la personne. Et c'est-à-dire qu'on achète des bébés et qu'on loue, comme un Airbnb, le ventre d'une femme. Donc moi, je suis contre la traite d'êtres humains. C'est une butée absolue pour moi dans une société. C'est déshumanisant et barbare comme pratique. C'est un retour de l'esclavage. Par exemple, le don d'ovocytes, vous le placez dans quelle catégorie? Parce que là, c'est vrai qu'on va juste introduire cette petite technicité, puisque c'est dans la proposition de loi aussi de changement de loi. C'est le fait de, effectivement, donner non pas seulement son ventre, enfin comme accueil, non pas seulement son sperme, mais aussi ses ovocytes. Ça veut dire pour une femme subir certains traitements un peu invasifs, enfin un petit peu embarrassants, et puis faire don de ses ovocytes. Donc ça, vous le classeriez dans ce qui est acceptable ou pas acceptable pour la femme, en l'occurrence. Sur le plan éthique? Sur le plan de ce qui est acceptable politiquement, socialement. Là, on est forcément de dans la question de la PMA, dans la question de la GPA. Non, pour moi, le don et l'achat d'ovocytes, il n'est pas éthique. Pour revenir à la PMA, pour un psychologue, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'autant la GPA, c'est très clair que c'est de la traite d'êtres humains. Et que tous les salades sentimentalistes de l'amour ne fonctionnent pas sur le fait qu'on n'a pas à vendre un être humain et qu'il n'y a pas de consentement possible, puisque les femmes sont toujours dans des situations extrêmement contraignantes. En revanche, dans le cas de la PMA, le débat il est très fin et subtil, parce qu'en réalité, ça soulève... D'abord, en France, on a l'accès à la PMA pour toute femme, célibataire ou non, hétérosexuelle ou homosexuelle, jusqu'à 45 ans. C'est-à-dire qu'on estime que passé cet âge, effectivement, c'est compliqué aussi d'assumer un enfant, même si les ovocytes le permettent. Ce qui est très complexe dans ce débat, c'est qu'en fait, les arguments contre, c'est des arguments anthropologiques. C'est est-ce qu'on déstructure la filiation? C'est-à-dire que anthropologiquement, dans toutes les civilisations, la filiation, c'est l'altérité, la différence des sexes, une reproduction qui est liée à une sexualité quand même dans un couple, et la différence des générations. On désarticule un peu tout ça avec la PMA, bien évidemment, mais à la rigueur, même pour des couples hétérosexuels qui seraient en difficulté. Certains sont opposés à la PMA, même pour des couples mariés hétérosexuels, parce qu'ils estiment qu'on vient fausser la donne naturelle. Donc toutes les positions sont possibles sur le curseur. La question, c'est, il n'y a pas de droit à l'enfant, pour moi. L'enfant n'est pas une marchandise. Il y a des droits de l'enfant. Et dans les droits de l'enfant, j'estime qu'il y a un droit à avoir un arbre généalogique. Et vous le dites très bien dans votre témoignage que j'ai lu ce matin dans le train, une des difficultés pour ma fille va être de faire face à ce vide dans son arbre généalogique, et je vais devoir lui expliquer qu'elle a un géniteur mais qu'elle n'a pas de papa. Et peut-être que j'essuierai la colère de ma fille. Donc toutes ces questions sont très présentes à votre esprit. Donc je crois que l'enfant ne peut pas se construire sans la vérité. Et que donc ça met les parents qui font appel, ou les mères célibataires qui font appel à des PMA,
face à cette question cruciale pour le développement de l'enfant de pouvoir construire son récit des origines, dont tout être humain a besoin. Donc il y a cette question anthropologique. Il y a la question du poids aussi. Pour la mère, de tout assumer seule, toutes les attentes de l'enfant, tout le poids économique, mais aussi toutes les colères et les déceptions de l'enfant. Et puis, il y a cette question de l'altérité fondamentale chez l'être humain. On a toujours besoin d'un homme et d'une femme pour créer de l'être humain. Donc, comment est-ce qu'on le représente dans la vie de cet enfant ? C'est certainement possible. Ce n'est pas à moi de dire ce qui est bon et mauvais sur ce point. Mais c'est en tout cas une difficulté très légitime et je pense que le principal danger d'ouvrir éternellement plus la PMA, c'est effectivement d'en arriver à la GPA au motif que les hommes trouveraient injuste de ne pas avoir droit à l'enfant comme les femmes. Pour moi, c'est ça vraiment la butée morale, c'est la question de la GPA. Après, dans la PMA, il y a du pour et du contre. Alors, avant de laisser la parole à Philippe, effectivement, c'est la question, je vais vous la poser. Est-ce que votre démarche, elle est pas un peu égoïste ? C'est-à-dire, j'ai vraiment envie d'un enfant, ce qu'on peut évidemment comprendre, mais je le fais peut-être avec le risque que ça ne soit pas forcément complètement pour son bien. Je pense que le désir d'enfant est toujours égoïste. On fait des enfants parce qu'on a envie de donner de l'amour, on a envie d'en recevoir, on a envie de transmettre nos valeurs. Le désir, il vient de nous, de notre cœur, et je pense que c'est égoïste pour chaque parent. Ensuite, on cesse avec l'égoïsme dès le moment où l'enfant est né, parce que là, on se consacre et c'est un exercice d'altruisme. Donc, je ne vois pas aucune différence et je trouve même assez égoïste, en fait, de la part des gens qui ont eu la chance d'avoir une relation stable, les bonnes conditions, pas de problème de stérilité, etc., et qui ont pu avoir des enfants naturellement. Moi, ça aurait été mon souhait. L'homme que j'aimais est parti, c'est pas de chance, j'en ai pas retrouvé d'autres. D'entendre que ces gens qui ont eu justement ce schéma normatif avec la chance d'avoir de l'amour avec un partenaire, ensuite viennent traiter les femmes qui ont été privées d'amour d'égoïstes, je trouve ça vraiment assez cruel en réalité. Je voulais surtout réagir à ce qui a été dit par M. Reduit tout à l'heure. Il y a plusieurs points qui me semblent assez surprenants. Disons que je vois cette insistance de M. Reduit à dire que si on légalise la PMA pour les célibataires, on devra nécessairement passer à la gestation pour autrui à l'étape d'après. En Europe occidentale, la plupart des pays autorisent la GPA pour les célibataires actuellement. Il n'y a que la Suisse et l'Italie qui ne le font pas. C'est une quinzaine de pays qui l'autorisent. Aucun de ces pays n'a, dans un deuxième temps, légalisé la GPA. Ce sont deux débats qui sont totalement séparés et cet automatisme n'existe pas, mais c'est une manière de faire peur aux gens parce que la figure de la mère porteuse, c'est quelque chose de clivant et ça fait reculer les gens. Non, mais est-ce que c'est pas bien de le mettre, c'est pas bien de le mettre sur la table parce que exactement comme la PMA pour les mères célibataires, la GPA aujourd'hui c'est une réalité. On connaît tous dans notre entourage des hommes qui, mariés ou pas mariés d'ailleurs, qui ont recours à la GPA. Mais pourquoi est-ce qu'on peut pas là le but disons la stratégie qui est utilisée par les opposants, c'est de diaboliser tous les services de PMA en mettant en avant la GPA et donc de faire échouer la légalisation de la PMA pour les célibataires. La grande différence entre les célibataires et la question, par exemple, des couples homosexuels qui aimeraient recourir à la GPA, c'est qu'en fait, nous avons la capacité biologique de tomber enceinte. Nous ne sommes pas stériles. Et donc, la PMA, c'est un moyen pour nous digne et sûr au niveau médical pour nous-mêmes et pour nos enfants de créer un enfant. Si demain, il y avait un moyen d'interdire vraiment à toutes les célibataires de faire une PMA, les empêcher d'aller à l'étranger, etc., eh bien d'accord, nous ferions nos enfants de manière naturelle, en n'ayant pas de conjoint. C'est très facile pour une femme d'aller sur une application de rencontre, de dire à n'importe quel partenaire « écoute, je prends la pilule, donc ne t'inquiète pas », de tomber enceinte naturellement. Vous imaginez les problèmes sociaux que ça engendrait. Nous sommes des centaines de femmes actuellement en Suisse romande et en Suisse en général, à être dans des projets d'enfants. Si toutes ces femmes faisaient des bébés dans le dos, mais ce serait une catastrophe. Et c'est bien parce que nous ne voulons pas faire des bébés dans le dos. Je pense que c'est totalement injuste. Et il faut aussi protéger les droits des hommes, qu'ils n'aient pas peur, avec chaque partenaire, de se retrouver papa, de devoir payer une pension derrière. Si nous faisons des PMA, c'est parce que nous faisons un choix éthique. Et nous allons recourir à un service qui est là, qui est offert, qui est possible. Et nous essayons d'avoir un enfant de cette manière. Philippe Wahl, est-ce que de toute façon, l'image un papa, une maman, ce n'est pas une image aujourd'hui désuète ? De toute façon, ça n'a jamais été un idéal. Imaginons par exemple un couple divorcé, ils se remarient, l'un garde les enfants avec une belle-mère ou un beau-père qui déteste les gosses. Ça arrive très souvent.
conflit avec les enfants. Les enfants sont très malheureux de ça. La loi ne s'en mêle pas, c'est la vie privée. Et pourtant, c'est la pire des souffrances pour les enfants. Enfin, oui, et dans toute l'histoire, il y a eu aussi des GPA. Dans toute l'histoire, il y en a eu simplement parce qu'on donnait à des nourrices, puis ensuite on laissait les gosses, on ne s'en occupait plus. Donc, en quelque sorte, la mère avait eu un enfant pour autrui. Et après, peut-être qu'un jour... Quant au récit des origines, moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça, parce que le récit, c'est un récit précisément. Comment savoir d'où on vient? Étant donné que l'adultère est né avec le mariage et mourra avec le mariage. C'est ce qui permet déjà parfois au mariage de durer, même l'adultère. Et on ne sait jamais de qui on vient. Peut-être parfois des ressemblances flagrantes. Qu'importe. Qu'importe si du moment qu'on assume quelque chose, je pense qu'à un certain âge, nos origines, on se les fabrique soi-même, par nos lectures, par les gens qu'on aime, par nos affinités civilisationnelles en quelque sorte. Alors, bon, vous savez... On reproche, c'est plus difficile d'être c'est plus facile d'être le fils de Victor Hugo, d'un pays, d'un machin, que d'être le petit-fils d'Hitler. Et le petit-fils d'Hitler, il est emmerdé par ses origines. Il est obligé de changer de nom. Bon, mais heureusement, il n'a pas. Non, mais voyez, il n'a pas vécu. Enfin, il a moi, pas. Je pense que la loi, bien souvent, est notre culture, et ça se comprend. Il n'y a pas de quoi se choquer, mais parce que c'est des choses longues. Mais je pense que la loi traduit des tabous, laïcise des tabous religieux. Ce sont des tabous religieux dont on s'extrait petit à petit au fil du temps. Mais la loi ne fait que laïciser. Par exemple, sur la GPA. La GPA, on peut très bien réguler de telle sorte que ça soit... Non, mais je sais que c'est un tabou épouvantable. Moi, non. Pour moi, ce n'est pas un tabou. Je pense que je vais faire un truc peut-être cucu et fleur bleue, mais l'amour dont l'enfant fait l'objet est plus important que tout. Cette valorisation de la vie aux yeux de l'enfant, et qu'on transmet à l'enfant, est plus importante que tout. Après, la GPA, ça peut se réguler par la loi. Évidemment que ça peut se réguler par la loi. On peut éviter l'exploitation du corps de l'autre. Ça s'est pratiqué pendant toute l'histoire. Simplement, aujourd'hui, comme l'homosexualité n'est plus tabou, puisque le fait pour une femme de vivre seule et de se débrouiller seule dans la vie, parce que c'est un choix, et commence à être accepté dans la société, toutes ces questions se posent. Toutes ces questions ne se posent que pour deux raisons. Parce que, un, les femmes sont plus libres qu'avant. Deux, l'homosexualité, aujourd'hui, n'est plus un délit, un tabou, mais fait partie de la normalité sociale. Et à cause de ces deux changements, tout d'un coup, sur l'enfant, c'est le dernier bastion. C'est les origines de la vie. C'est là où la religion est la maîtresse du jeu. Et c'est là où la loi a concédé à la religion des principes. Et la loi, petit à petit, il faut la changer, il faut la libéraliser, parce qu'il y a une chose qui est absolument essentielle dans nos sociétés, si on veut qu'elle soit logique avec elle-même et qu'elle continue à exister en progressant intellectuellement, c'est que mon corps est à moi. Je fais ce que je veux avec mon corps, que je sois un homme, que je sois une femme. Et il faut que Mais oui. Non, ça vient du terme property en anglais, et on confond personne et le fait une femme n'a pas le droit de faire ce qu'elle veut de son corps, au sens de désarticuler son corps, de vendre ses organes. Éthiquement, ça n'est pas possible. Le fait que ce soit sa personne propre, mais il y a une confusion dans le terme juridique anglais de property. Personne propre et bien, ce n'est pas la même chose, une personne et un bien. Non, je fais ce que je veux avec ma vie. Et si vous pouvez envoyer le mot corps... Non, mais vous ne pouvez pas utiliser cet argument pour feindre un consentement juridique dans la GPA. Non. La GPA, il peut y avoir un consentement, parfaitement. On peut trouver on voit très bien que c'est une désappropriation de la maternité des femmes. On est en train de désarticuler la mère d'intention, la mère porteuse et la donneuse d'ovocytes. Vous savez qu'il y a 30 à 40% de complications obstétricales de plus dans les GPA, monsieur. C'est-à-dire qu'on revient, finalement, à des difficultés médicales qui n'existaient plus grâce au progrès de la médecine. Ça n'est pas un traitement de la stérilité, la GPA. C'est une pratique qui, sous prétexte qu'on peut le faire, on doit le faire par idéologie progressiste. Moi, si je vois une personne... C'est juridiquement insoutenable et moralement insoutenable. Si j'imagine une personne, une femme, qui me dit j'ai choisi de faire ça, et une autre, et un couple ou un homme ou une femme qui me disent on s'est mis d'accord...
voilà comment ça se passe avec tel contrôle, dans les clous d'une loi qui est faite pour ça, je vais dire, mais ça ne, Vous connaissez la réalité de la me GPA? regarde pas. Vous moi, en tant que personne humaine, c'est leur choix. Je n'ai pas à intervenir dans leur vie. En quoi c'est le choix d'une femme qui n'a pas de moyens de subsistance? Non, mais est-ce que il vous s'agit aurez justement Laetitia pas ou de ça. moi, on va se Je proposer dis que la loi pour peut une GPA? éviter ça. La vie peut éviter. Non. La loi peut éviter ça. On ne peut pas Il y a éviter l'imprévisible. Il y a l'imprévisible des complications ça, obstétricales. on ne peut pas éviter Il y a l'imprévisible. C'est la l'imprévisible. règle même du réel. On peut pas, Le réel est imprévisible. on peut pas éviter que le couple d'intention renonce ou se sépare et exige donc un avortement au détriment de la mère porteuse. On ne peut pas confondre le fait de réparer un abandon lors d'une adoption et le fait de planifier de concevoir un enfant pour le vendre. Mais non. Ça n'est pas comparable. Mais non, vous employez des mots qui ne sont pas les des bons beaux mots. sentiments, l'amour vaut tout. Non, l'amour ne justifie en rien un contrat et la marchandisation du corps de la femme. Un utérus n'est pas un Airbnb. Alors, on va juste revenir à la PMA, Brigitte Crottard. Comment pouvez-vous dire qu'un utérus peut être un Airbnb? Ça marche pas, les Comment pays je peux où la penser une GPA, chose pareille? bah, c'est de Mais la évidemment location. que non. Bah, c'est de la location, Mais il y a non. un contrat avec de l'argent. La communication entre les consciences, entre des gens et un Mais accord vous savez encadré aussi par bien la que moi loi, que c'est fake. ça n'a rien à voir avec le Airbnb, enfin. Elle est on supposée n'est pas être des payée, robots. la surrogate. Dans les pays où elles le font gratuitement, il n'y a pas de volonté. Alors, on reviendra peut-être à la GPA, mais déjà sur le débat de la PMA et peut-être aussi de la GPA, Brigitte Crottard, est-ce qu'au fond, en Suisse, cette question-là que Philippe Val a soulevée, est-ce que c'est un vieux fond religieux qui bloque aujourd'hui dans cette marge du progrès, entre guillemets? Très probablement, il y a aussi une espèce de patriarcat résiduel qui dit mais est-ce qu'on peut vraiment laisser une femme qui peut-être serait un peu trop âgée, qui peut-être n'a pas les moyens d'assumer son enfant, le gérer toute seule? C'est des questions qu'on ne se pose jamais pour un couple, par exemple. Il y a des couples qui n'ont pas les moyens financiers et qui auront des enfants. Je trouve que c'est une façon un peu réductrice de concevoir le problème. On voit aussi très très vite à quel point on dérive sur la GPA qui fait peur, qui est un tabou pour encore beaucoup de personnes. Je ne peux qu'abonder dans le sens des propos de Monsieur Val sur tout ce qu'il dit, en particulier de la liberté de faire ce qu'on veut de son corps. Mais le projet de loi dont nous parlons, la révision du projet de loi n'aborde absolument pas la GPA. Et c'est bien facile de vouloir décider de tout mettre ce projet à la poubelle en faisant peur avec la GPA. On sait qu'elle aura probablement beaucoup de peine à être introduite en Suisse et si elle l'est, probablement ce serait dans un deuxième temps. Mais il est important maintenant d'aller dans le sens de la société et des progrès sociétaux, des changements sociétaux plutôt que des progrès avec effectivement des couples homosexuels qui ont maintenant droit à la PMA. Et c'est bien ce que demande la révision, c'est un tout petit peu d'aller dans le sens d'une société qui se libère du mariage, même si c'est douloureux pour certains, qui se libère des modèles religieux qui sont sous-jacents aussi. Et d'ailleurs, moi, j'étais assez étonnée de remarquer, à part l'Italie, bien sûr, que des pays que l'on considère souvent comme assez traditionnels, attachés aux valeurs de la famille classique, comme l'Espagne, le Portugal ou même la Grèce, sont des pays qui ont libéralisé la PMA pour célibataires depuis très longtemps. Donc, on voit que malgré un fond religieux, on peut arriver à passer par-dessus ce tabou et accepter la PMA pour les femmes célibataires, puisque c'est surtout ça le sujet de la discussion d'aujourd'hui. Alors on va regarder la carte justement qu'on a piquée à nos collègues de temps présent, la carte qu'ils ont faite justement sur l'état des lieux en Europe, qui interdit, qui légalise. Monsieur Reduy, réagissez. Oui, j'aimerais quand même intervenir parce que là j'ai l'impression qu'on dévie du sujet principal. J'entends le mot religion, mais je ne vois pas du tout le rapport, à moins de ressusciter d'anciennes querelles ou les guerres de religion. On est dans le domaine de l'éthique. On ne peut quand même pas soupçonner l'Académie médicale française dans ses prises de position dans ce domaine-là de religiosité, ou alors la Commission nationale d'éthique. Donc qu'on soit clair avec ce schéma. Mais donc dans ce débat-là, il n'y a pas du tout de conservatisme religieux. Mais sauf dans les angoisses dépassées, peut-être de certains milieux. Comme on nous reproche finalement des craintes par rapport à un futur qui sera là, celui de la PMA. Alors s'il vous plaît, moi, ne venez pas chasser les sorcières d'il y a quelques décennies, voire de quelques siècles. Par contre, ce que je trouve très important, et tout à l'heure on a parlé de l'Europe occidentale. Alors est-ce que l'Europe
occidentale a le monopole finalement de ces questions d'éthique. On a envie de le dire oui. On a envie de dire oui parce que tout à l'heure, lorsque j'entends que la PMA a toujours existé, mais heureusement qu'en Europe occidentale, avec les droits de l'homme, avec cette structure qui a été voulue par l'Europe occidentale, de la famille, qui prend en charge une autre vie, pas seulement la vie dont je suis complètement libre de disposer, mais là, on parle également de la vie d'un enfant qu'on va éduquer. C'est plus seulement ma seule destinée. L'Europe occidentale a réussi à protéger l'enfant, à protéger la femme aussi. Si on en est là aujourd'hui avec une société quand même plus égalitaire, où on s'aperçoit que les droits sont peut-être pas encore complètement partagés, mais le sont en bonne part, c'est grâce à cette Europe occidentale. Et maintenant, j'ai le sentiment que cette Europe occidentale, comme si elle a toujours besoin de produire du nouveau, quand on parle de changement anthropologique, est en train de faire la leçon à toute l'humanité. Aucun continent ne fonctionne comme le nôtre, même pas l'Europe centrale et l'Europe orientale. Donc est-ce que vraiment, autour de la table, on est des apprentis sorciers en disant « Regardez, voilà d'où sont venus les droits de l'homme et de la femme et de l'enfant, et puis on va encore plus loin en cherchant toutes sortes de situations qui sont, je le répète, exceptionnelles, que l'on doit, une fois qu'elles sont, puisque ce sont des faits, une fois qu'elles se sont produites, eh bien, les assumer, mais sans en faire un but en soi, une ouverture qui finalement crée beaucoup plus de problèmes. Vous faites ce que vous voulez de votre vie, mais si vous êtes autonome, ok, pas de souci, mais nous sommes tous dépendants les uns des autres. Et là, c'est le politique qui parle, ça a un coût également. La PMA, puis par la suite la GPA. Il va falloir reconnaître aussi par les caisses d'assurance maladie, eh bien, certaines interventions. Est-ce que l'ensemble de la société est d'accord pour cela ? On a besoin d'enfants aujourd'hui. Donc oui, on est content d'en accueillir. Alors la recette, elle est très simple, et je crois qu'ici autour de la table, nous sommes tous d'accord, à moins de vouloir déstructurer la famille, on doit avoir une politique familiale qui encourage les enfants. Qui non seulement accompagne les gens financièrement, socialement. Je suis père de famille de 4 enfants, grand-père de 7 petits-enfants. Et mon épouse, si elle était à mes côtés, elle dirait la même chose. Mais ce n'est pas une évidence quand vous parlez de chance, voire d'hypocrisie, parce qu'on a eu la chance d'avoir des enfants. Mais c'est un véritable défi, et un défi qui n'est jamais terminé, même lorsque vos enfants sont adultes. Donc la société peut encore donner des conditions qui sont meilleures. D'un point de vue politique, ici en Suisse, il y a des initiatives actuellement qui visent à combattre la discrimination du mariage, et donc aussi la possibilité de procréer et d'avoir des enfants. C'est ça le chemin à suivre. Et ce n'est pas tout d'un coup de dire, voilà, on va à coup d'éprouvette, ou alors pourquoi pas plus tard avec un transhumanisme à l'aide d'une technologie hyper sophistiquée, avoir des gens, des sortes de clones, des enfants qu'on a choisis sur un catalogue. Non, ça on le refuse. Le vrai chemin, c'est maintenant d'avoir une politique familiale digne de la Suisse et même des pays européens. Alors c'est vrai que c'est dur de faire un bébé toute seule. Jean-Jacques Goldman le chantait déjà dans les années 80. Aujourd'hui, c'est à peu près 14% de la parentalité de femmes célibataires, mères célibataires par choix, bien souvent pas par choix, qui assument leurs enfants seuls. Et c'est compliqué, c'est très compliqué. Et on voit effectivement à quel point elles se précarisent financièrement, à quel point elles ont de la peine à joindre les deux bouts. Est-ce que de vouloir choisir ce modèle-là d'emblée, c'est pas un peu suicidaire ? Déjà, en général, ce n'est pas d'emblée, c'est le résultat d'un parcours de vie. Voilà, il y a des surprises dans la vie. Des fois, la conjugalité ne marche pas. Des fois, c'est une souffrance. Des fois, certaines personnes sont aussi heureuses d'être célibataires et très équilibrées de cette manière. Justement, les mères célibataires ont toujours existé. Je trouve que c'est aussi un tout petit peu insultant pour celles qui ont élevé leurs enfants toutes seules depuis bien longtemps,
souvent parce qu'un mari était parti, et puis d'entendre à quel point il y a de l'opposition maintenant de la part des conservateurs pour que les femmes puissent décider de faire un enfant toute seule. Je crois que c'est vraiment le fait d'oser décider qui froisse, visiblement. Je ne sais pas, visiblement, ça touche des vulnérabilités chez certains, j'ignore lesquelles. Je trouve qu'il y a un discours très misérabiliste aussi face aux femmes qui décident de faire un enfant toute seule. Nous sommes une association qui s'appelle Maman Solo, à peu près 200 membres. D'ailleurs, nous avons 20 nouvelles femmes qui nous ont rejointes depuis la semaine dernière. Et nous sommes en fait, pour la plupart des femmes, très éduquées, avec des bons salaires. Moi, j'ai mis 5 ans à arriver à ma petite fille. 3 ans de réflexion, 2 ans de fécondation in vitro, y compris celles qui ont échoué. J'ai souffert dans mon corps, c'était énormément de traitements, etc. J'ai eu le temps de réfléchir, de balancer les arguments. Est-ce que je vais être capable? Est-ce que mon enfant aura tout ce dont il a besoin? Toutes ces choses-là, de mobiliser aussi mon entourage. Finalement, moi, je ne fais pas un enfant toute seule. Mon enfant, c'est l'enfant de ma famille. Il a des grands-parents, elle a des grands-parents très investis, une tante, des amis. Je sais à qui téléphoner quand ça ne va plus. Il y a des jours où je suis très fatiguée, mais ça, aller chercher une maman d'un bébé de 3 mois qui ne soit pas fatiguée, j'aimerais bien la voir et qu'elle m'explique comment elle fait. On voit bien dans le reportage que ton présent vous a consacré, et à d'autres mères aussi, à quel point, effectivement, ce n'est pas la famille monoparentale, c'est la famille élargie avec les grands-parents en back-off, derrière, avec un soutien très très concret et logistique. Absolument. Et puis voilà, je pense que quand on voit mon petit bébé tout sourire et très communicatif, je pense qu'elle a l'air d'aller plutôt bien. Et j'invite tous les services sociaux du pays à venir me rendre visite s'ils en doutent. Monsieur Redu a dit une chose très, très exacte, c'est une question éthique. Et ça tombe bien parce qu'en fait, nous avons dans ce pays une commission nationale d'éthique qui a étudié la question du don de sperme en 2019, qui a rendu son rapport. La première conclusion de ce rapport, on peut le trouver sur Internet, c'est de dire qu'il faut ouvrir la PMA avec le don de sperme aux couples homosexuels et aux femmes célibataires, parce qu'il n'y a aucune raison de l'interdire au nom du bien de l'enfant. Parce que c'est un mythe, en fait, de croire que l'enfant sera moins bien parti dans la vie parce qu'il est élevé par un parent seul. Ce qui compte, c'est la qualité de la relation que l'enfant a avec son parent. C'est ce qu'il reçoit en termes d'affection, d'attention et de sécurité. Et ça, une femme seule peut l'assurer. Donc je comprends, en fait, que des personnes comme M. Roduit ne souhaitent pas pour eux-mêmes ou pour leur famille que quelqu'un ait un enfant seul. Moi, je trouvais ça triste au début. J'ai vraiment fait un grand chemin pour y arriver parce que j'avais envie. Je me disais, c'est tellement beau, le fruit de l'amour, avoir son amoureux, il ressemble un peu à lui, un peu à moi. Je rêvais de ça parce que c'est aussi quelque chose c'est un mythe avec lequel on a grandi. Et la plupart des gens vont continuer à faire des enfants comme ça et tant mieux pour eux. Mais quelle chance ils ont, c'est magnifique. Moi, il se trouve qu'en fait, en plus, j'ai retrouvé l'amour. Alors j'étais enceinte. La vie est tellement pleine de surprises. J'ai passé 7 ans célibataire, 7 ans à manger la poussière, à essayer de faire marcher des relations avec des hommes où ça ne marchait pas. Et là, je suis enceinte en GPA et puis tout d'un coup, je rencontre un amoureux et puis on commence une relation, il a déjà des enfants. Mais c'est merveilleux, la vie est pleine de surprises. Et peut-être qu'in fine, mon enfant aura un papa. On ne le sait pas. On va voir comment les choses évoluent. Mais je crois qu'on ne peut pas... la vie n'est pas figée, les gens suivent leur chemin. Et puis moi, comme maman, j'essaie de faire le mieux pour mon enfant. Bien sûr, j'ai peut-être fait des erreurs sur la question du don anonyme. Peut-être que c'était une erreur. J'en savais rien. J'aurais tellement voulu qu'on m'aide. Si j'étais allée dans une clinique à Lausanne, on m'aurait conseillé. Mais non, là, j'étais toute seule avec Internet. Alors, ce que dit Tachla Romney, justement, sur le fait qu'effectivement, beaucoup de personnes commencent bien, entre guillemets, un homme et une femme, amoureux, etc., et finissent mal aujourd'hui, en général. Et c'est pour ça que je voulais faire précisément, est-ce que c'est pas parfois mieux, et quand on voit aussi les violences intrafamiliales, les hommes parricides ou qui tuent leurs femmes, est-ce que c'est pas parfois mieux d'avoir un père PMA qu'un père toxique? Alors, je voulais faire juste 2 remarques. Je fais un tout petit retour en arrière sur la question où vous dites que c'est religieux, voilà, c'est un fantasme, la question du récit des origines. Ça fait 20 ans que je reçois en libéral des enfants, que ce soit des enfants adoptés, des enfants de maman solo, des enfants de papa solo parce que la maman est morte d'un cancer. Quel qu'il soit, l'enfant, dès qu'il sait parler, la première question qu'il pose, il y a 2 questions qu'il pose. Pourquoi j'ai un zizi et pas toi, par exemple? Et où est-ce que je vais après la mort et d'où je viens? Où est-ce que j'étais avant d'être dans ton ventre? Est-ce que j'étais dans le ciel avant d'être dans ton ventre? Où est-ce que j'étais? 2 questions sans réponse. Éternellement sans réponse. Savoir quel est l'arbre généalogique, dessiner son arbre généalogique, savoir d'où je vais pour savoir d'où je viens, pour savoir où je vais, c'est très important pour un enfant. Et c'est anthropologique, c'est pas religieux. C'est spontané chez un enfant. Dans le psychisme individuel et collectif, la question des origines
est importante, donc on doit pouvoir lui apporter une réponse, y compris papa est mort pendant la grossesse, y compris tu as un géniteur et pas de papa, mais on doit pouvoir donner des éléments. Mais ça, justement, est-ce que ça le construit? C'est fondamental. Ça le construit pas sur bien, pardon, juste sur cette question de savoir d'où il vient. Si il sait qu'il a été justement, il a un géniteur dans une banque de sperme, etc. Est-ce que finalement ça l'apaise pas? Ça apaise pas son questionnement. C'est une façon aussi de savoir exactement d'où il vient. C'est peut-être parfois moins brutal que de savoir que son père l'a abandonné. Elle aura très certainement, cette petite fille à l'adolescence, envie de savoir un peu plus sur ses origines biologiques. Mais si on peut le faire, parce que certaines banques de sperme, elle aura aussi en cours de route manifestement une très grande richesse qui sera d'avoir ce que j'appelle, pour les enfants que j'ai en consultation, un papa de cœur pour différencier du papa de corps, pour expliquer un petit peu à l'enfant la différence. C'est parfois une terminologie qui est assez facile à utiliser. Il y a un papa de corps et puis il y a un papa de cœur. Et ce sera très heureux pour elle qu'il y ait cette figure masculine à ses côtés et on lui souhaite de tout cœur et à vous aussi. Maintenant, je voudrais revenir sur un tabou, enfin quelque chose que j'entends souvent et notamment que j'avais entendu dans un journal français, un journaliste qui m'interrogeait au Figaro, qui disait oui, mais les jeunes garçons, les jeunes mineurs très violents, très délinquants, etc., c'est toujours des familles monoparentales. Alors attention, parce que ça a tendance à stigmatiser d'une manière absolument abominable les mères qui se battent comme des dingues avec 2, 3 enfants, toutes seules, infirmières à l'autre bout de la ville, etc., et qui font un travail remarquable. Ce n'est pas la monoparentalité qui précipite le risque de violence chez un enfant. Alors c'est quoi? Les études neurobiologiques sont très claires. Tout enfant exposé entre 0 et 5 ans à de la violence dans son environnement, que ce soit de la violence sur sa mère, sa figure d'attachement principale, parce que le bébé est très attaché au corps de sa mère, ou que ce soit sur lui, est un enfant dont l'architecture cérébrale sera modifiée. C'est-à-dire que les productions de cortisol et d'hormones de stress liées à de la violence dans le foyer modifient, laissent des traces traumatiques dans le cerveau de l'enfant. Et ces traces traumatiques qui sont non métabolisables, non intégrables, au moment où la puberté accélère et la force et l'influx nerveux dans le cerveau se réactivent et il y a plus de risques de passage à l'acte violent. On voit donc que ce n'est pas le fait que l'enfant soit élevé par sa maman seule qui a précipité la violence, mais bien le fait que l'enfant, à un âge où il n'a aucun moyen de se défendre et où il est entièrement dépendant de l'environnement, a été exposé à de la violence. Et je tiens vraiment à souligner ça parce que je trouve pour le coup que c'est une discrimination abominable sur des femmes qui sont incroyablement courageuses, qui ont été abandonnées en cours de grossesse, qui n'ont pas voulu avorter et qui se battent. Mais vous allez dans le sens plutôt de dire, effectivement, mieux vaut un père GPA dans une banque de sperme qu'un père qui a été présent, mal présent. On sait bien que ce sont les conditions sociales des familles monoparentales et non la monoparentalité qui engendre les problèmes. Ça, c'est sûr, vous avez parfaitement raison. C'est la conflictualité. Comme dans un divorce, c'est la conflictualité plus que le divorce qui fait du mal à l'enfant. Je le rappelle parce qu'en début d'émission, je disais bien que moi, la GPA, pour moi, c'est insoutenable en tant que psychologue. En fait, sur la PMA, le débat, il est indispensable, il est très contradictoire. Je ne suis même pas sûre d'avoir une position tout à fait tranchée à titre personnel. Mais quels doivent être les critères, alors, si, admettons, qu'on veuille légiférer en Suisse là-dessus, quels doivent être les critères pour justement avoir des garde-fous sur cette question? Alors, je sais qu'en France, dans l'entretien psychologique qu'on proposait aux parents qui venaient, aux couples hétérosexuels qui avaient des difficultés à avoir un enfant, il y avait des tests psychologiques, on s'assurait qu'il n'y avait pas d'antécédents psychiatriques chez les deux parents, je crois qu'il y ait des revenus suffisants. Après, se pose évidemment la question de jusqu'où l'État doit être intrusif avec l'intimité des gens. Enfin, voilà, c'est extrêmement complexe et moi, toute seule, je ne saurais définir les critères. En fait, de quel droit aussi on définit des critères absolus qui excluraient quelqu'un alors qu'on n'est jamais à l'abri qu'un homme en apparence totalement normopathe, j'ai presque envie de dire, décompense et devienne violent. C'est extrêmement complexe. Aussi, parce qu'il y a quand même, plus rarement, mais il y a aussi des femmes. Il y a des GPA de fait depuis toujours. Et moi, mon ami d'enfance, voilà, bon, bref, est un enfant adopté. C'est-à-dire qu'il a été abandonné à la naissance, voilà, et il a été adopté. Donc, il ne connaît rien de ses origines. Il a fait une petite enquête, une enquête plutôt assez joyeuse, il s'est bien marré. Il a trouvé, finalement, comme il est assez malin, il a retrouvé des trucs. Mais c'était pas, c'était pas existentiel pour lui. Sa parentalité était ailleurs. Évidemment qu'il adorait ses parents d'adoption et que c'était plutôt un jeu, quoi, en quelque sorte, de retrouver les origines naturelles, comme certains font aujourd'hui avec. Vous avez lu le livre d'Olivia Morel ? Non, mais il y a des Olivia cas Morel, partout. elle est issue de GPA et elle exprime sa souffrance et la traite de femmes qui sont déplacées de pays en pays.
Oui, non mais... Il peut y avoir des problèmes aussi. Il y a quand même des problèmes aussi, on peut réguler ça par la loi. Médicaux, c'est-à-dire que si vous ignorez d'où vous venez... On peut réguler ça par la loi, évidemment, et que chacun trouve le sujet de son angoisse. Moi, je ne peux pas comparer la réparation d'un abandon avec la planification d'un achat. Je voudrais répondre à ce que vous disiez à propos de la religion. Moi, je ne suis pas obsédé par la religion, je m'en fous, mais les traces de la religion dans la recherche et même dans les décisions éthiques, on le voit en France sur la mort volontaire, ça traîne. En plus, voilà, le comité d'éthique a été très prudent en France. Oui, c'est l'inverse de la Suisse. Voilà, c'est ça. Là, en France, et pour des raisons un maximum. Évidemment, qui ne relèvent pas de la religion directement, mais qui sont issus de la religion. Par exemple, ça se joue dans la recherche scientifique. En France, au moment de Chirac, président, c'est-à-dire il n'y a pas 3 siècles, c'est juste hier, eh bien, on a interdit, parce que Madame Chirac est très, très catholique et qu'elle a beaucoup de relations dans le milieu médical, elle a réussi, parce qu'elle a milité pour ça, à faire interdire les recherches sur les cellules souches en France. On a perdu 15 ans. 15 ans de recherche en France à cause de ça. Ça n'arrête pas quand même, voyez-vous. C'est plus compliqué que vous ne pensez. Et là, quant à ce que vous disiez, d'où je viens, où je vais, d'où je viens, l'enfant, il dit, voilà, avant la vie, après la vie. Ce ne sont pas des questions qui ne viennent pas de la religion. Ce sont les sources de la religion, ces 2 questions-là. La religion vient parce qu'on pose des questions sur ces 2 questions. Vous confondez la cause et les faits. Vous confondez la cause et les faits. Lisez le livre d'Olivia Morel sur la GPA pour sur avoir la question, parce intellectuelle, parce que vraiment... Il nous reste assez peu de temps. Alors la question, effectivement, qu'on soit religieux, qu'on ne soit pas religieux, mais les Suisses, en tout cas, sont pragmatiques et aujourd'hui... Benjamin Reuduit, on a besoin d'enfants. Alors, si on ne veut pas de migrants, si on ne veut pas de PMA, alors comment est-ce qu'on fait pour faire les enfants avec les seules personnes, justement, qui sont d'accord de les faire encore en Suisse? Alors, au risque de me répéter, nous devons renforcer notre politique familiale. Ça veut dire favoriser le cadre qui permet d'avoir des enfants pour leur donner le maximum de chances dans la vie. On continue de citer des exemples. On a même parlé mais les de femmes ne mythes. veulent pas être au foyer, ne veulent plus être au foyer. Voilà, où on compare des situations qui ne sont pas comparables. On coupe dans les budgets crèches. Où il n'y a même pas d'études qui démontrent finalement qu'un enfant en situation monoparentale serait mieux traité qu'en situation de couple traditionnel. Mais pour moi, tous ces débats-là ne m'intéressent plus. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait actuellement, dans la structure actuelle, pour permettre aux familles d'avoir envie de donner la vie. Et de rester ensemble, parce que c'est un projet que peu d'individus aujourd'hui n'arrivent à mener à terme, de rester en couple plus long que quelques années. Ça, c'est très, très compliqué, au-delà de l'enfant. Alors, dès le moment où vous donnez la vie, où vous avez des enfants, vous avez ce projet commun qui grandit, ça favorise le lien aussi du mariage. Ou ça le fait capoter. Ou ça le fait capoter. Ça peut le faire capoter. Ça, c'est double tranchant. Mais dans la réalité, aujourd'hui, il faudrait rééduquer tous les individus. Par contre, si vous avez donné la vie dans une logique de don, et pas comme je l'ai entendu tout à l'heure, lorsqu'on parle d'hypocrisie, etc., en disant, voilà, c'est presque dans nos gènes de vouloir à tout prix procréer, c'est faux. Il y a plus de 30% de célibataires en Suisse, et tous ne se sont pas donnés comme projet de vie, un jour de procréer. Donc si c'est vraiment dans une logique de don, bien, cet enfant, ces enfants qui sont vivants, qui sont là aussi pour donner du sens à un moment donné à votre lien du mariage, eh bien ça vous aide. Et puis ensuite, j'aimerais prendre une comparaison. J'ai enseigné pendant près de 40 ans. On s'est toujours, dans mon équipe de direction, posé la question, quels sont les moyens que l'on peut donner à nos élèves pour obtenir, en l'occurrence, c'est dans le lycée-collège, leur maturité. Comment est-ce qu'on peut faire pour corriger certaines inégalités de chance, etc. Et je pense qu'on a atteint plus ou moins notre objectif. Sauf qu'au bout, tout le monde n'a pas pu obtenir sa maturité. Voilà, c'est un fait. Tout le monde ne peut pas avoir à tout prix un enfant lorsqu'il y a infertilité naturelle. Alors bien sûr, on nous lance des concepts. Ouais, mais la fertilité sociale.
Oui, il faudra un jour m'expliquer ce que c'est que la fertilité sociale. Il va falloir Je pense conclure. qu'on peut être fécond dans la société sans nécessairement se faire un enfant. J'aimerais encore un mot. un mot, et après on va entendre Madame Crottaz là-dessus, justement. Les avantages sociaux qu'on donnera pour favoriser la natalité ne suffiront pas. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il y a un déchirement entre le progrès social des femmes et leur statut dans la société qui a énormément évolué, et le statut privé des femmes qui n'a pas beaucoup évolué. C'est-à-dire que dans la vie privée, elles souffrent pratiquement des mêmes inégalités qu'il y a très longtemps. Les tâches ne sont pas suffisamment partagées par les hommes, et ça c'est la thèse d'Elisabeth Badinter, voilà. et elle a raison, et c'est la raison de Mais la maintenant, dénatalité. j'aimerais entendre Madame Crottaz juste pour nous dire en un mot, enfin en deux mots, disons. Est-ce que justement le droit à l'égalité en matière d'enfants, c'est pas justement une illusion ou même un faux but? Et est-ce que cette loi, ce changement de loi a des chances d'aboutir avec cette initiative que vous portez notamment? Alors, tout d'abord, peut-être quand même abonder dans les propos de Monsieur Roduit sur la politique familiale en Suisse. Et Dieu sait qu'on essaye de la défendre, et Dieu sait qu'elle ne fait que de s'étioler puisqu'il y a de moins en moins de moyens pour soutenir les crèches. Je pense qu'il faut absolument augmenter les moyens, effectivement, pour que chaque femme ait la possibilité de travailler et d'avoir une solution de garde pour son enfant qui soit réaliste et agréable. Et puis, il faut aussi travailler sur le congé parental de longue durée, comme on l'envisage, qui est aussi la possibilité, dans un premier temps en tout cas, de bien concilier l'arrivée de l'enfant et la vie familiale. Ensuite, concernant le discours, alors que on n'est pas obligé d'avoir des enfants. C'est vrai qu'on n'est pas obligé, et c'est d'autant plus facile à dire de la part d'un homme qui n'a pas d'horloge biologique. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'un homme, il peut concevoir jusqu'à sa mort, et il peut avoir des enfants à 84, 90 ans si sa partenaire le souhaite. Une femme, elle a cette horloge biologique qui fait qu'à un certain moment, et je pense que le témoignage de Madame Rumley va tout à fait dans ce sens, on est dans une situation où à 35, 38 ans, son partenaire, ça veut dire qu'on va faire un deuil d'un enfant alors que tout était favorable dans une première partie de notre vie avec un couple qui paraissait stable. Et puis, cette horloge biologique oblige effectivement à prendre certaines décisions ou alors à renoncer définitivement, ce qui est quand même excessivement douloureux. On voit aussi qu'ensuite, eh bien, la vie continue et que même en ayant une femme célibataire qui décide d'avoir seule un enfant, elle peut rencontrer, et elle va rencontrer probablement plus tard dans sa vie une personne qui va venir compléter son couple, puis elle va aussi être entourée de toute une famille, de ses parents, de ses amis. Donc je pense que la discussion, on doit vraiment s'éloigner de la GPA aujourd'hui, j'ai envie de dire malheureusement, parce que c'est vrai que ce serait intéressant d'en parler plus, mais la discussion aujourd'hui, elle est sur la procréation médicalement assistée et le don de sperme. Tout à l'heure, je ne sais plus, on a dit que le don d'ovocytes, c'était vraiment pas du tout éthique, alors pourquoi le don de sperme le serait? Donc le don de sperme, c'est quelque chose qui se fait depuis très longtemps, qui est considéré comme éthique, qui en plus, si on peut le faire en Suisse, si on peut en bénéficier en Suisse plutôt, va nous donner l'avantage d'avoir vraiment la connaissance du géniteur, ce qui n'est effectivement pas le cas en Espagne. Et c'est peut-être un des côtés problématiques pour le droit de l'enfant. C'est pour ça qu'on a tout intérêt à introduire cette PMA pour les femmes célibataires dans la révision de la loi telle qu'on la projette pour renforcer les droits de l'enfant. Voilà, écoutez, merci. C'est vrai qu'on va préciser que l'espèce humaine est l'une des seules espèces avec une sorte de cachalot, je crois, où la femme est ménopausée à la moitié de sa vie. C'est une grande inégalité parmi le règne animal. Donc le débat sera à poursuivre. C'est un débat de fond concernant nos enfants, nos familles et nos considérations, justement, notre positionnement par rapport à ça. Je vous remercie beaucoup, Brigitte Crottaz, donc conseillère nationale socialiste, Benjamin Roduit, conseiller national valaisan du centre, Marie-Estelle Dupont, psychothérapeute, clinicienne et psychologue, et aussi essayiste, Philippe Ball, notre éditorialiste, et Tascha Rumley. Évidemment, vous êtes à l'origine de cette initiative pour élargir la PMA aux femmes célibataires, et on vous souhaite tout le bonheur du monde avec votre petite Joy. Merci beaucoup et merci à vous. Bonne soirée, et on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau point.